On a tendance à associer la créativité à ces espèces de génies dans un laboratoire qui découvrent des idées formidables et révolutionnaires, et on attribue donc la découverte ou l'invention uniquement à ce génie. Alors on va voir que c'est une idée un peu fausse, que c'est un préjugé qu'on a sur la créativité. La créativité est quelque chose de bien plus complexe. Et pour développer ce sujet, je m'appuie sur un livre de Mihaly Csikszentmihalyi, La créativité. Vous avez vu que je me suis entraîné pour prononcer ce nom polonais. C'est un livre donc publié dans les années 90, 96, je crois. Ce n'est pas le plus connu de l'auteur, puisqu'il a écrit d'autres bouquins, notamment Vivre, la psychologie du bonheur, c'est notamment sur le flow, F-L-O-W, sur le flux, donc cet état de créativité que peuvent avoir les gens. Il a écrit aussi Mieux vivre, donc il y a d'autres bouquins pour lesquels il est plus connu que celui-ci, et pourtant celui-ci me semble assez intéressant, notamment justement pour bien comprendre ce que c'est la créativité dans ses différentes facettes. Alors, de quoi on parle quand on parle de créativité? Alors, l'auteur fait une distinction assez claire, assez nette, entre d'un côté les personnes créatives et de l'autre côté le créateur. Alors, les personnes créatives, donc, ce sont des gens qui peuvent être créatifs au quotidien, qui peuvent avoir des idées originales, des opinions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui peuvent résoudre des petits problèmes au quotidien de manière tout à fait nouvelle. Ça, c'est de l'ordre, on va dire, du personnel, du confidentiel. Et puis, il y a de l'autre côté les créateurs qui, eux, font œuvre, c'est-à-dire publient ou créent ou mettent, en tout cas, à disposition des gens, une œuvre. Ça peut être une œuvre artistique, ça peut être un produit, ça peut être un procédé. En tout cas, quelque chose qui va transformer, qui va changer un domaine particulier de la connaissance ou de l'action. Alors l'auteur fait la différence entre les deux parce qu'on peut être l'un et pas forcément l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très créatif dans son quotidien sans pour autant faire ou créer une œuvre publique. Et de l'autre côté, vous avez des vrais créateurs qui ont contribué dans leur domaine, dans un domaine artistique ou scientifique, et pourtant qui ne sont pas du tout créatifs au quotidien, qui sont même très conformistes. Donc c'est pour ça qu'il fait cette distinction entre les deux, d'autant plus que le sujet du bouquin traite notamment euh, des créateurs, c'est-à-dire des gens qui font œuvre, parce que justement, comme ils laissent une œuvre, bah, c'est plus facile de l'étudier. Donc, pour l'auteur, une idée, une œuvre ou un produit créatif n'est pas uniquement l'apanage, n'est pas uniquement un résultat de la personne. C'est d'abord et avant tout une question de domaine et de milieu. Alors c'est très intéressant ces aspects qu'il apporte par rapport à ça. Le domaine, ça veut dire que pour qu'une œuvre soit euh, reconnue comme créative, il faut qu'elle soit liée à un domaine scientifique, un domaine artistique, un courant artistique éventuellement musical, pictural. Il faut que ça soit toujours lié à un domaine puisqu'il y a des codes, il y a des codes symboliques associés à ce domaine. Par exemple, si vous écrivez un article scientifique, dans une revue, vous avez en fait des codes, ce que c'est un article scientifique. Il y a un certain nombre de caractères, on attend un problème, on attend des hypothèses, on attend des conclusions, on attend des références, on attend un certain nombre de choses, un certain nombre de règles qui sont propres à chaque domaine. Donc domaine, c'est numéro un. Numéro 2, milieu. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose de créatif, d'original, il y a des gens qui valident encore une fois, je prends l'exemple du milieu scientifique ou le milieu académique, vous avez ce qu'on appelle les peer reviews, donc ce sont des gens qui relisent votre article et disent effectivement est-ce que ça correspond aux critères scientifiques ou pas. Donc avant que quelque chose ne soit déclaré comme créative, il faut qu'elle obéisse à un domaine et à un milieu. Et ce n'est que, troisièmement, que la personne peut effectivement peut mettre en lien des choses qui ne vont pas forcément ensemble et donc faire effectivement une œuvre créative.
créativité se manifeste que dans des domaines et des milieux bien délimités. Ça ne tombe pas comme ça du ciel de nulle part. Et donc par conséquent, ce n'est pas uniquement une affaire de personnes, c'est une affaire de structure, de milieu, de domaine, d'époque aussi. Est-ce que l'époque est favorable pour justement faire émerger ces choses créatives? Et donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on voit que il n'existe jamais une personne créative comme ça, une espèce de monade déconnectée du monde. Elle est toujours liée à un domaine, à un milieu, à un écosystème qui valide ou pas sa recherche, qui valide ou pas sa création. Pour autant, encore faut-il aussi être créatif soi-même. Il ne suffit pas d'être dans un domaine, dans un milieu, encore faut-il avoir un certain nombre de caractéristiques. Et là, le bouquin détaille très bien donc, un certain nombre de caractéristiques de ce que c'est qu'être une personnalité créative dans un milieu, dans un champ particulier. Alors il y a notamment 3 qui sortent du lot, donc l'adaptabilité, la curiosité et la complexité. Alors l'adaptabilité, c'est être capable donc de s'adapter à n'importe quelle situation, savoir tirer profit en fait des situations, des opportunités, et notamment de son domaine et les conditions de son milieu. Quelqu'un par exemple qui est à l'université, qui fait de la recherche mais qui n'est pas en adéquation avec son laboratoire, avec ses collègues, aura du mal à valider ses recherches, même s'il a quelque chose de créatif, même s'il produit quelque chose d'original. Donc l'adaptation est quand même quelque chose d'important. Hein, donc ce qui paraît paradoxal, puisqu'on pourrait se dire bah, les créatifs c'est des rebelles, etc. Oui, mais pas que. C'est d'abord des gens qui s'adaptent, et ensuite c'est des gens curieux, c'est-à-dire que ils ont un esprit d'émerveillement, ils ont un intérêt pour l'ouverture, ils s'intéressent à d'autres domaines qui ne sont pas les leurs, parce que justement ça leur permet de faire des liens. Donc d'un côté adaptation, de l'autre côté curiosité, et enfin troisième point, qui est peut-être le point le plus important, c'est des personnalités complexes. Alors les personnalités complexes, donc c'est des gens qui arrivent à tenir ensemble des éléments contradictoires. C'est un petit peu, pour donner une analogie, la couleur blanche, qui contient en elle-même l'éventail, en tout cas le spectre des autres couleurs. Vous voyez ? Donc ce sont des personnalités multiples. Et là, je fais référence à une vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur la pensée complexe, notamment d'Edgar Morin, que vous pouvez consulter. Et donc les personnes créatives embrassent totalement cette pensée complexe. Et dans le bouquin, on trouve notamment 10 dialectiques. Ça c'est pas mal. On a 10 points comme ça où donc l'auteur nous détaille avec des exemples, puisque donc c'est une étude qui s'appuie sur des entretiens. Donc il interviewe, je ne sais plus, plusieurs dizaines ou peut-être même une centaine de personnes scientifiques, artistes, athlètes, enfin tout un ensemble de personnes qui produisent en tout cas quelque chose de créatif dans leur domaine. Et il en ressort une dizaine de dialectiques, ce sont des éléments contradictoires que la personne arrive à tenir ensemble. Par exemple, intelligence et naïveté. La personne est suffisamment intelligente, mais elle est aussi naïve, suffisamment naïve pour avoir l'esprit ouvert. Et le créateur est fantaisiste, mais aussi discipliné. Il est discipliné dans ses routines, dans son travail, mais il a aussi un aspect fantaisiste qui ressort. C'est quelqu'un d'indépendant, d'assez rebelle, mais en même temps qui est adapté aux règles, qui connaît en tout cas très bien les règles de son champ, de son domaine. C'est quelqu'un qui allie aussi des qualités masculines et féminines. C'est quelqu'un de passionné, mais tout en gardant une certaine forme d'objectivité. Donc voilà, une personnalité créative est une personnalité complexe dans la mesure où elle met en lien des éléments contradictoires, elle arrive à les tenir ensemble, elle arrive à faire des va-et-vient, des allers-retours féconds. Et c'est ça en fait qui fait son originalité, qui lui permet de créer une œuvre justement créative. Donc on a vu
que la créativité ne tombe pas de nulle part, elle dépend d'un domaine, d'un champ particulier, d'un milieu, c'est-à-dire les gens qui valident ce qui se fait dans ce champ, et de la personne créative qui est une personnalité complexe. Alors donc on a tout ça qui est très bien détaillé dans le bouquin, avec des longs extraits, ça c'est aussi un point intéressant du bouquin, il y a vraiment de longs extraits d'entretien qui vous permettent un petit peu de vous mettre dans la tête de ces gens, de ces scientifiques. Alors il y a des physiciens, il y a des peintres, il y a des cinéastes, donc c'est assez riche de ce point de vue-là. Et il y a toute une dernière partie, je crois que c'est le chapitre 14, sur comment développer cette créativité. Alors du coup, là aussi c'est intéressant parce que donc il part du principe, du postulat que nous, donc personnes lambda, nous sommes assez paresseux, on manque de discipline, on ne sait pas comment utiliser l'énergie qu'on a en nous-mêmes, alors qu'on a une énergie psychique qu'on n'utilise pas. Et donc il nous propose donc en 3 parties, donc d'abord comment acquérir cette énergie, l'énergie créative, donc à partir en mettant en place un certain nombre d'habitudes, donc discuter avec des gens différents, tenir un journal, donc il y a tout un ensemble d'habitudes à mettre en place. Ensuite, développer une personnalité complexe, donc c'est les va-et-vient entre des éléments contradictoires dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, mettre en pratique justement la créativité, c'est-à-dire choisir un champ, définir un problème et utiliser les différents outils, notamment la pensée divergente, qui permet justement de voir une situation, ou en tout cas un objet, sous différents angles, d'essayer d'en produire quelque chose de pas banal, d'un peu original. Et je trouve que cette dernière partie est intéressante parce que là aussi, elle est dense. Hein, donc on a en gros, il tire des enseignements de tout ce qu'il a entendu dans les entretiens qu'il a eus. Hein, puisque c'est une recherche qui s'étale sur plusieurs années, donc il y a des tonnes d'entretiens. Et de ça, il en tire des principes qu'il détaille dans la 3e partie. Donc on a un bouquin assez complet qui définit la créativité, qui en donne les caractéristiques, les fondements et qui termine par des conseils, des techniques, des aspects assez pratiques que vous retrouverez d'ailleurs dans plein d'autres bouquins. Il y a plein d'autres bouquins sur la créativité qui reprennent de celui-ci. Donc ce bouquin-là est un petit peu, on va dire, une référence dans le domaine, même si il est peu connu, même si je ne crois pas qu'il est réédité, je crois qu'il est épuisé. Donc voilà, il n'est pas forcément disponible, mais pourtant, la plupart des bouquins de créativité qui sortent reprennent des choses d'ici, donc c'est assez drôle. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant si on veut comprendre ce sujet de manière un peu approfondie, et non pas uniquement de manière individuelle et centrée, comme c'est le cas souvent quand on parle de créativité, on se focalise sur la personne, alors que là, on a aussi une dimension sociale, sociétale, qui est importante, sans oublier la dimension individuelle. Sans oublier aussi la dimension pratique, puisqu'il y a aussi des conseils sur ça. Voilà, donc si vous voulez, donc comme il n'est plus disponible le bouquin, j'ai pris des notes assez étendues et je mets le lien en dessous de la vidéo, donc vous pouvez y avoir accès, donc vous verrez que j'ai pas mal de citations, pas mal d'éléments du bouquin, donc vous pouvez le consulter. Et après, si vous souhaitez d'autres vidéos sur cet auteur, parce que c'est vraiment intéressant, il a étudié donc la créativité, le flow, ce qu'il appelle le flux, donc cet état de bien-être, mais qui est en même temps un état créatif, un état productif. Voilà, donc voilà, vous me laissez des commentaires et je produirai peut-être d'autres vidéos sur cet auteur ainsi que les sujets qui vont avec.